BHRE. Et pour ce faire, on aura plusieurs interventions. Une introduction faite par Franck-Olivier Malaval, puis je vous présenterai une enquête qu'on avait réalisée sur le sujet. Ensuite, Martin Bataille présentera une fiche qui a été produite avec plusieurs de OH de la région et accompagnée par le CEPIAS. Et puis, André Lecoinet du DIM aux HCN nous présentera la valorisation des actes. Et bien sûr, la place est largement ouverte à la discussion à chaque étape. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marine Giard, je suis médecin au CEPIAS sur le site de Lyon et je suis accompagnée pour modérer ce webinaire d'Aurélie Gallio, que vous voyez parce qu'elle a allumé sa caméra. Bonjour à Et tous. ensuite, derrière les manettes, Caroline Aurel s'occupe de la technique. Et puis, on devrait être également accompagné par Olivier Beau, qui au CEPIAS a également participé à ce groupe de travail. Alors, je donne la parole tout de suite à Franck-Olivier Malaval et je vais te passer tes diapos. Donc, donc voilà, merci Marine. La discussion, elle tournait sur pourquoi une proposition du CEPIAS Auvergne-Rhône-Alpes sur la prise en charge des patients BHRE, spécifiquement en SSR, ou maintenant ça s'appelle les SMR. Et donc, on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Donc, que disent les dernières recommandations du Haut Conseil de santé publique, notamment celle de 2019 sur l'actualisation des recommandations sur la maîtrise de la diffusion des bactéries hautement résistantes aux antibiotiques? Et alors, j'ai fait quelques copier-coller du document pour rappeler que il est déjà évoqué, et vous verrez que j'en reparle après, des difficultés à transférer les patients des services de MCO identifiés comme étant porteurs ou contacts de patients BHRE dans les établissements d'aval et notamment dans les soins de suite et les réadaptations. Et notamment par crainte d'un impact à la fois organisationnel, on va discuter de ça après, et financier important, et donc des risques de perte de chance pour les patients porteurs de BHRE. Alors, ce qui est avancé souvent, c'est la perte de chance pour les autres patients du SMR, mais il ne faut pas oublier que c'est aussi une perte de chance pour le patient porteur de BHRE et aussi pour d'autres patients de MCO, puisque le patient BHRE qui reste sur un lit de MCO en attendant une place en SSR bloque un lit de MCO dans lequel auraient pu être pris en charge d'autres patients. Ensuite, sur la fiche numéro 5, sur la gestion des lits euh, des patients BHRE dans la filière des soins spécifiques et notamment de SSR. Donc, de manière commune dans les trois secteurs, bien sûr, il est recommandé d'informer l'établissement MCO admettant le patient, l'informer du statut infectieux, notamment de porteur ou de contact, au moment de son transfert, idéalement même en amont. Il est recommandé d'appliquer les précautions standards lors des soins, et ça, c'est un pilier très important et notamment qui avait fait l'objet d'une grosse partie des recommandations de 2013, l'importance du respect des précautions standards et complémentaires avant d'en arriver aux recommandations BHRE. Il est recommandé de placer le patient porteur de BHRE en chambre individuelle avec des sanitaires privatifs. Il est recommandé de recourir à l'expertise d'une équipe opérationnelle d'hygiène en l'absence de solution individuelle d'hébergement pour essayer d'adapter les problématiques. Et en SMR, ça peut être aussi important de faire appel à une équipe opérationnelle pour adapter la prise en charge de rééducation-réadaptation. Il est recommandé de réaliser un bio-nettoyage quotidien de l'environnement du patient. Et il est recommandé de ne pas interdire l'accès au plateau technique et aux espaces de vie commune du patient porteur de BHRE, mais de mettre en place des mesures organisationnelles qui permettent de permettre à ce patient d'avoir accès à tous ces éléments tout en maîtrisant le risque de transmission croisée.
Et sur un plan plus spécifique SSR, il est recommandé de mettre en place un dépistage digestif des patients contacts du patient porteur, excréteur, à la recherche de la même BHRE, tous les 15 jours initialement, puis après on peut espacer, notamment si on ne trouve pas de cas secondaires. Et puis il est recommandé d'appliquer les mêmes recommandations à un CSR qu'en MCO en cas de situation épidémique, c'est-à-dire mise en place de listes de contacts, dépistage de tous les sujets contacts, dépistage post-exposition, etc., etc. Toujours dans, toujours dans les recommandations 2019, il y a la fiche 10 qui prend en considération la dimension éthique et le risque de perte de chance pour les patients porteurs de BHRE, et notamment la R78 qui recommande de transférer les patients porteurs ou contacts de BHRE dans des conditions optimales en anticipant au maximum les mesures à mettre en place dans l'unité d'accueil sans que le statut BHRE ne fasse obstacle à un tel transfert du patient et n'entraîne aucune perte de chance. Et en situation de blocage, une conciliation devra être trouvée entre l'établissement émetteur et l'établissement receveur. Après, j'ai souhaité vous parler de deux cas parce que, en fait, dans ma pratique, donc je suis praticien en hygiène sur des établissements de la Savoie et je m'occupe en Savoie d'établissements MCO, mais également d'établissements de SMR. Et du coup, je suis souvent euh, voilà, à la jonction entre les deux établissements voilà, j'ai conscience des difficultés des deux côtés et j'essaye de fluidifier autant que possible. Mais en l'occurrence, c'est pas toujours facile et notamment là, j'ai pris l'exemple d'un patient de 47 ans qui avait été victime d'un accident de voiture en Italie avec sa famille. Dans l'accident de voiture, il avait perdu un enfant et puis un autre enfant qui avait eu des gros troubles. Et donc la maman avait son mari en réanimation, donc qui a d'abord eu 45 jours de réanimation en Italie, puis qui a été transféré sur la réanimation de Chambéry. Et puis elle avait un autre enfant qui, lui, était suivi à Grenoble en pédiatrie. Le patient a été pris en charge dès son entrée en précaution complémentaire d'hygiène contact et les dépistages retrouveront chez ce patient une Klebsiella pneumoniae KPC, donc BHRE, et puis un abri OXA 48 en plus. On a mis en place un dépistage de l'ensemble des patients présents dans le service de réanimation durant le séjour, donc on a une réanimation de 20 lits sur Chambéry. Et ce séjour a duré 7 mois, sachant que à partir de fin janvier, le patient n'était plus trachéotomisé, qu'on avait un médecin rééducateur qui était passé dans le service de réanimation et qui avait posé une indication de prise en charge en SSR. Euh, pour autant, euh, les SSR à l'époque les SSR en tout cas proches de Chambéry, avait refusé ce patient, justement sur les arguments de problèmes organisationnels, de coûts, voilà, avec que en cas d'épidémie, ça serait difficile pour eux de gérer, etc. Et donc, au final, après 7 mois d'hospitalisation en réanimation, sachant que le patient avait comme séquelle un syndrome frontal, euh, le patient a pu être transféré sur un SSR à Hauteville. Donc, la femme de ce patient habitant Chambéry, pour elle, avoir son mari à Hauteville et son enfant à Grenoble, c'était pas une situation pratique et ça aurait été bien mieux pour lui qu'il soit pris en charge de manière plus proche de Chambéry. Voilà, mais on est quand même arrivé à débloquer. Mais par contre, voilà, c'est la seule fois où on m'a pas posé la question, est-ce qu'un patient de réanimation peut aller à la cafétéria? Parce que ce patient ne nécessitait plus du tout des soins de réanimation. Et je reviens à ce que je disais au préalable, cette situation a bloqué un lit de réanimation pendant plusieurs mois. Et chez nous, un lit de réanimation, ben, c'est important comme partout, quoi. Et la situation plus récente, c'est une patiente qui venait du SMR, qui a été prise en charge dans notre service de maladies infectieuses, où on a découvert qu'elle était porteuse de BHRE. Et alors que cette patiente ne nécessitait plus de prise en charge en MCO, pour autant, on a eu des difficultés et il a fallu beaucoup négocier avec le SMR qui nous avait envoyé la patiente
pour qu'elle retourne en SMR qui était proche de son domicile. Les arguments étant une surcharge de travail, difficulté pour le dépistage, le coût de ces dépistages, de ces précautions complémentaires, etc. Alors que l'établissement bénéficie de l'accompagnement d'une équipe d'hygiène qui était OK pour le transfert. Voilà, donc il n'y avait pas de blocage. C'était vraiment l'équipe sur le terrain qui ne souhaitait pas. Au final, on est quand même arrivé, donc l'équipe d'hygiène est quand même arrivée à faire que la patiente puisse être transférée. Mais justement, c'est quand le CEPIAS a commencé à proposer cette nouvelle organisation qui va être présentée par Martin. Et c'est cette organisation qui nous a permis de faire basculer le médecin et le cadre du SMR et d'accepter la patiente dans ce secteur. Merci beaucoup, Franck-Olivier, pour cette introduction qui pose bien les choses. Alors, je ne sais pas s'il y a déjà des réactions sur ce qui vient d'être présenté. Alors, si jamais vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat, elles seront relayées par Aurélie, ou lever la main pour prendre la parole, et à ce moment-là, vous allumez votre micro pour prendre la parole. Il n'y a pas tout de suite de questions, sachant qu'il y aura la place pour les poser les questions. Je vais enchaîner avec l'enquête qu'on avait proposée, à laquelle vous avez peut-être participé. Donc, que ce soit au cours des signalements qu'on reçoit sur ICIN ou des appels que vous nous faites parfois pour des conseils divers et variés, on a reçu un certain nombre de demandes où vous nous avez partagé vos difficultés à transférer des patients porteurs de BHRE dans les services de SMR de façon plus ou moins affichée parce que le patient était porteur de SMR. Et pour savoir comment mieux accompagner les services dans l'accueil de ces patients, on a souhaité d'abord mener une enquête qui était destinée aux professionnels des services de SMR qui sont chargés de donner le feu vert ou le feu rouge pour l'accueil d'un patient porteur. Donc on espère que ce sont bien eux qui ont rempli l'enquête. Comme on n'a pas leurs coordonnées directement, on est passé par les équipes d'hygiène pour leur transmettre l'enquête. Donc c'est une enquête qui a eu lieu l'année dernière, entre janvier et février. Alors attendez, pardon. Ouais, l'année dernière, entre janvier et février 2024. Et donc on demandait une réponse par établissement. Et les objectifs, c'était de comprendre les freins à l'accueil des patients porteurs de BHRE pour pouvoir accompagner au mieux ces services. On a posé des questions sur les motifs d'acceptation ou de refus d'un patient porteur de BHRE en SMR, et quand il y avait refus, sur les éléments qui pourraient aider les services à accueillir ces patients. Donc, on a sollicité tous les SMR de la région via les EEH. On a reçu 96 réponses qui représentaient 45% des services. On est assez content de ce taux de réponse. C'est loin d'être mineur dans une enquête de ce type. Et parmi ces 87 services, il y en a, vous voyez, 82 qui avaient déjà reçu ce type de demande, 14 qui n'avaient jamais reçu ce type de demande d'accueillir un patient porteur de BHRE. Et sur l'ensemble, il y en a 41% qui, si on leur posait la question au moment de l'enquête, accepteraient, 4 qui refuseraient, et ce sont 4 qui avaient déjà accueilli un patient porteur, et une majorité, 51, qui hésiteraient. On va s'intéresser d'abord aux 41 qui accepteraient d'accueillir un patient porteur de BHRE dans leur service s'ils en recevaient la demande. On leur a demandé quelles étaient leurs motivations. Donc, vous avez ici les résultats en effectif et en pourcentage, et vous voyez que pour plus de 4 services sur 5, la première motivation, c'est parce que je suis accompagnée par l'équipe d'hygiène. Voilà, donc pour toutes les EH qui participent à ce webinaire, je trouve que ça valorise votre activité et votre fonction, et donc les services se sentent et ou ont besoin d'être accompagnés par leur équipe d'hygiène. 4 sur 5 aussi répondent, c'est normal, pour pas qu'il y ait de perte de chance pour le patient. On a vu que ce n'est pas le cas toujours dans la réalité des faits.
Et puis ensuite, il y en a une grosse moitié qui disent ben, c'est pas si compliqué, il suffit d'une chambre individuelle et les dépistages pourront être espacés. C'est ce qui est proposé dans les recos du Haut Conseil de 2019, un espacement des dépistages tous les 15 jours. Plus de la moitié répondent aussi j'en ai déjà accepté et ça s'est bien passé. Une moitié également disent les kinés en plateau technique sont formés, puisque la spécificité des SMR, notamment, c'est à la fois le temps long de l'hospitalisation, mais aussi les activités de rééducation en plateau technique. Et puis, un petit quart qui dit je suis soutenu par la direction. Donc, je trouve que tout ça, c'est plutôt positif. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir, ce sont les services qui refusent ou qui hésiteraient à accueillir un patient porteur de BHRE, et on leur a demandé quels étaient leurs motifs de refus. Donc, ils sont classés ici par ordre décroissant de fréquence, avec toujours dans la dernière colonne les effectifs et les pourcentages. Donc, le premier motif, presque 2 tiers des services, dit on ne veut pas faire subir de dépistage aux autres patients. C'est les dépistages des patients contacts qui sont le principal motif de refus. Donc, on va en reparler de ces dépistages. Une grosse moitié disent les précautions à mettre en place sont trop contraignantes. Une petite moitié disent l'organisation est trop compliquée et notamment c'est trop compliqué à mettre en œuvre en plateau technique. Une petite moitié également, 44%, disent on a peur de la survenue d'une épidémie dans le service. Et puis ensuite, en diminuant en termes de fréquence, les équipes ne sont pas en effectif suffisant pour ce type de prise en charge. Le service n'a pas assez de chambres individuelles. On va voir que ça revient dans les leviers. Ça fait peur aux équipes. Elles ne sont pas assez formées pour ce type de prise en charge. Et puis, de façon plus anecdotique, il a été dit, c'est une décision de la direction de l'établissement. On aura des difficultés à faire réaliser les dépistages par un laboratoire et un établissement à cocher. Ce n'est pas bon pour l'image de l'établissement. On avait proposé ce type de réponse dans l'enquête parce que c'est quelque chose qui nous avait été dit à l'oral. Toujours pour ces mêmes services, quels sont les leviers qui pourraient les aider à accueillir un patient porteur de BHRE en SMR? Donc, le premier levier, c'est un renforcement de l'équipe d'accueil dans le service. Alors, là, il s'agit de ressources humaines. C'est sûr qu'au niveau, du CPIAS, au niveau régional, on n'a pas vraiment la main là-dessus. Par contre, deuxième levier, un document sur les modalités de prise en charge d'un patient porteur pour les professionnels. Donc, c'est à ce point qu'on s'est attelé, 42% des établissements ont mis en avant qu'un outil pourrait les aider. Un gros tiers également a mentionné l'accompagnement par des hygiénistes, que ce soit ceux de l'équipe d'hygiène ou du CPIAS. Puis, plus de chambres seules. Alors là, c'est sûr que c'est des questions architecturales, c'est compliqué d'avoir la main. Un quart demande une formation des professionnels, une modification d'accueil des patients en plateau technique. Pour ce point-là, peut-être vous savez que les recos BHRE de 2019 du Haut Conseil sont en cours de révision par le Haut Conseil. Donc peut-être qu'il y aura des modifications sur ces aspects-là dans les futurs recos. Et puis, autour de 10% mentionnent un document sur les modalités d'accueil à destination de la direction de l'établissement, une injonction de l'ARS, c'est sous injonction de l'ARS qu'ils accueilleraient un patient porteur de BHRE, et enfin le témoignage d'un SMR qui a pris en charge un patient porteur, et donc là, ça va être l'occasion de partager vos expériences. Donc, en conclusion, il y a effectivement des difficultés d'accueil des patients porteurs de BHRE en SMR. Pour atténuer ces difficultés, il est nécessaire d'avoir une meilleure compréhension des recommandations, de les adapter à la situation locale et d'accompagner les services par les équipes d'hygiène. Et puis, on s'est attelé au deuxième levier qui a été mentionné, c'est-à-dire la production régionale d'une fiche pratique. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cette enquête? L'étape suivante, c'est la présentation de la fiche pratique par Martin Bataille. Maintenant, tu passes tes diapos ou tu veux que je les fasse défiler? Oui, bonjour Marine. Je veux bien les passer, mais je n'ai pas la main par contre pour partager un document.
Donc, il faut juste me donner la main pour partager le document. Alors, peut-être que Caroline, elle va pouvoir nous aider. Ou alors, tu peux présenter sinon ce que je t'ai envoyé hier. Attends, on va voir. Caroline, est-ce que tu sais donner la main à Martin? Je suis en train de chercher. Non, je pense que je peux pas, en fait. Je préfère que tu le fasses, Marine. Ok. Donc, Martin, ce que je te propose, tu me dis diapo suivante à chaque fois que tu souhaites que je passe la diapo suivante. Ça marche. Est-ce que vous voyez la présentation? Oui, c'est bon, Oui. Marine. Alors, la parole est à toi. Bonjour tout le monde, Martin Bataille, je suis médecin hygiéniste au centre hospitalier Annecy-Genevois. Donc, j'ai eu le plaisir de travailler cette fiche avec le groupe de travail. Diapo suivante. La première question qu'on pourrait se poser, c'est en fait, quand on fouille un petit peu sur le REPIAS, on voit qu'il y a également une fiche du CEPIAS Normandie, enfin des CEPIAS de Normandie-Île-de-France, qui est une fiche qui présente également comment on prend en charge les patients porteurs de BHRE en SSR. Alors, on dit SMR maintenant. Alors, pourquoi est-ce qu'on en a fait une en plus? C'est parce qu'en fait, ces fiches sont complémentaires. Le CEPIAS Normandie et Île-de-France ont voulu faire 2 documents qui résument les précautions complémentaires et qui rappellent les précautions standards avec l'organisation des soins et autres recommandations du Haut Conseil. Mais nous souhaitions plus une fiche dont le but, tout en rappelant quelques-unes de ces recommandations, le but c'est surtout de lever les freins à l'admission. Donc, la fiche, vous l'avez peut-être déjà vue, diapositive suivante. Donc là, effectivement, c'est pas très lisible parce qu'elle est petite. Donc, c'est une fiche A4 qui tient en un recto verso. Bon, voilà, la voilà devant vous. Je ne sais pas quoi vous dire de plus sur cette diapo, donc je vous propose qu'on parte directement sur tous les aspects individuels de la fiche. Et on a voulu une première partie sur pourquoi accueillir des patients porteurs de BHRE en SMR. Alors déjà, un petit rappel sur ce que dit le Haut Conseil en 2013. Déjà, c'est que le fait d'être porteur d'une BHRE ne doit pas faire obstacle à un tel transfert du patient et ainsi entraîner une perte de chance. Ça a été rappelé par Franck Olivier donc dans les recommandations de 2019. Donc bon, là, on n'apprend rien. Et puis après, la deuxième partie, c'est qu'on a aussi voulu dire que ce n'est pas compliqué. Enfin, ce n'est pas si compliqué que ça, parce que si le SMR est en capacité d'accueillir un patient en précaution standard et quelques patients avec des précautions complémentaires, alors il peut, si jamais les précautions standards et précautions complémentaires, prendre en charge également un patient porteur de BHRE, au même titre que d'autres portages de BMR et d'autres pathologies infectieuses. Donc, tout ça pour dire, c'est tout à fait possible. Et puis, ce n'est pas si compliqué que ça aussi, si jamais on apprend à communiquer entre nous, d'où l'importance soit d'avoir une expertise d'une EOH sur le SMR, soit faire intervenir l'EOH de l'établissement d'où vient le patient. Et c'est là où c'est pour nous important, c'est que les services d'hygiène, les EOH de MCO et de SMR doivent communiquer entre eux. Et il est important aussi que l'EOH de l'établissement d'où vient le patient communique avec le SMR sur soit les facilités qu'a pu sur la prise en charge du patient en question. Par exemple, bon, ça n'a pas été si compliqué que ça. C'est un patient qui ne pose pas trop de soucis, qui ne déambule pas partout, qui accepte les règles, la famille est compliante, etc. etc. Et puis après, peut-être qu'il y a eu aussi quelques adaptations locales sur sa prise en charge et sur les dépistages des contacts. Donc, c'est là où la communication entre nous est vraiment très importante. Donc, on a laissé la possibilité et insisté sur ces faits. Après, c'est comment prend-on
en charge un patient qui est porteur de BHRE, et bien déjà, on a voulu distinguer ce qui ne change pas, donc ce qui est valable pour tout patient et ce qui doit être valable déjà pour les autres patients. Et sur les quelques petites choses, alors, pour certains, ça fait peut-être beaucoup, mais les quelques choses qui doivent être ajoutées en précaution complémentaire. Donc déjà, c'est de rappeler qu'une grosse partie des mesures, ce sont ni plus ni moins que les précautions standards. On a voulu insister sur l'importance de l'hygiène des mains des patients, donc il ne faut pas hésiter à insister là-dessus sur tous vos patients. C'est que dès qu'on sort de sa chambre, c'est bien de se faire une hygiène des mains, y compris quand on y revient. Bon, après, c'est des choses qui sont un petit peu normales, le bio-nettoyage quotidien, la désinfection du matériel partagé entre chaque patient, la gestion des excrétas. Et puis, on a voulu la gestion habituelle des déchets du linge et de la vaisselle. Donc ça ne change pas. Et puis, on a voulu aussi un petit peu insister, en plus de la rééducation, sur la balnéothérapie, parce qu'on a eu plusieurs fois la question, enfin moi en tout cas, à mon niveau, j'ai eu plusieurs fois la question sur est-ce qu'il est possible de faire la balnéothérapie pour un patient porteur de BMR ou de BHR. Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Encore une fois, la balnéothérapie est surtout contre-indiquée chez les patients incontinents. Alors après, qu'est-ce qui doit être ajouté pour un patient porteur de BHR? Eh bien, en fait, ce sont les précautions complémentaires contact. Ces précautions complémentaires contact ne sont pas réservées qu'aux patients BHR, c'est également pour les patients BMR, les patients qui ont des maladies transmissibles transmises par le contact. Donc ça, c'est quelque chose que chaque établissement doit avoir comme en procédure. Et après, on a voulu insister sur quelques petits points, sur l'information et l'éducation du patient, éviter si possible les sanitaires communs parce que ils ne sont pas désinfectés après chaque passage. Et après, c'est si la désinfection du matériel utilisé, notamment en rééducation, n'est pas possible, c'est d'essayer d'avoir, ou si jamais le patient dans sa chambre ne peut pas avoir du matériel dédié, par exemple un Dynamap ou autre, c'est d'avoir du matériel dédié. Après, on a reparlé, bien entendu, sur la prise en charge spécifique. On a également conseillé une surveillance du portage du patient tous les 15 jours en l'absence d'antibiothérapie, car vous allez voir après qu'on a laissé la possibilité éventuelle d'alléger les dépistages des patients contacts en cas si jamais le patient se négative au niveau des dépistages de BHRE. Alors après, pour les patients contacts, donc, on l'a mis là, mais on détaille bien entendu au verso, ça c'est la prise en charge spécifique des BHR. On dépiste les patients contacts, non pas forcément pour surveiller l'apparition d'une épidémie, mais aussi pour voir si jamais les mesures qui sont prises pour la prise en charge du patient sont bien appliquées, enfin sont efficaces ou pas. Et puis, un petit point d'information et l'importance de cette information sur l'ensemble des professionnels. Et puis, bien entendu, c'est que si jamais le patient il est retransféré en MCO ou dans une autre structure, il est important de communiquer l'information qu'il est porteur de BHRE. Un petit encart ajouté dans la fiche au cas où celle-ci est consultée pour l'admission d'un cas contact, parce que l'admission d'un patient contact à risque moyen ou élevé en prévenant d'un autre établissement nécessite également des précautions complémentaires contact jusqu'au résultat des dépistages post-exposition avec les mêmes accès au plateau technique, l'accès au plateau technique dans les mêmes conditions qu'un patient porteur. Donc, on a préféré rajouter cet encart parce que parfois la fiche est consultée également elle pourrait être consultée pour l'admission d'un cas contact. Diapositive suivante, s'il te plaît. La rééducation en plateau technique, pareil, une partie qui ne change pas, qui est valable pour tout patient, et ce qui doit être ajouté. Alors, ce qui ne change pas, c'est encore une fois les précautions standards, l'hygiène des mains avant et après la prise en charge d'un patient, l'éducation des patients à l'hygiène des mains avant utilisation du matériel de rééducation, la désinfection du matériel après utilisation, soit par le patient ou le rééducateur. On est d'accord que c'est dans un monde idéal et que ce n'est pas forcément fait à chaque fois, mais ça serait bien que ce soit fait à chaque fois. C'est aussi l'occasion de vérifier l'intégrité du matériel difficilement nettoyable si abîmé, par exemple des coussins fissurés, et puis un mieux nettoyage quotidien des sols et des surfaces. La seule chose finalement qui change, c'est pour le matériel que doit utiliser le patient, c'est privilégier du matériel qui peut être désinfecté. Et puis après, si jamais c'est vraiment pas possible, avoir du matériel dédié.
mais si on peut le désinfecter, ce n'est pas forcément nécessaire. Si le patient il a pris sa douche le matin, qu'il a fait son hygiène des mains, qu'il n'a pas de soins particuliers, il n'y a pas de raison que le matériel, s'il est désinfecté, ne puisse pas être partagé entre patients. Et après, on a insisté sur la protection de la tenue par le rééducateur s'il y a un contact direct avec le patient porteur, parce que c'est équivalent, la rééducation est à ce moment-là équivalent à un soin, et à ce moment-là, il est préférable qu'un rééducateur porte un tablier au contact du patient. Diapositive suivante. Et puis, petite chose qu'on a voulu faire, donc, c'est voir comment on pouvait alléger ces dépistages qui sont faits dans les MCO de manière un peu plus stricte souvent. C'est de voir comment est-ce qu'éventuellement on peut les alléger en SMR. Alors déjà, on doit dépister théoriquement tous les patients contacts, c'est-à-dire les patients qui sont pris en charge par la même équipe paramédicale de jour et de nuit. Donc, on a voulu éventuellement introduire la notion de cercle concentrique. Alors après, c'est une décision qui peut être décidée au cas par cas, à définir en fonction de l'établissement, à définir en fonction de divers critères comme le score ICHA de l'établissement, comme éventuellement sur l'audit EVAGEX qui avait été fait à un moment il y a 2 ans. En fonction de la frilosité aussi des équipes, des directions et autres, mais il est possible éventuellement de définir des cercles concentriques. Sachez que nous, de notre côté à Annecy, on le fait parfois même en MCO. Ça nous arrive de se dire, bon, bah, c'est une équipe pour laquelle on n'a jamais eu d'épidémie. On peut éventuellement prendre dans l'équipe, dans l'unité, 4 ou 5 patients qui sont étiquetés un peu plus à risque ou un peu plus au contact du patient. Et puis après, on fait ce dépistage donc sur 4, 5, ça peut être 2 et ça peut être 10 patients. Et puis si jamais on voit qu'il y a un cas secondaire, on peut élargir à l'ensemble d'une unité, d'un étage, du SMR à ce moment-là. Quand est-ce qu'on doit dépister? La théorie qui est donnée par le Haut Conseil, c'est tous les 15 jours, au moins 2 fois à 15 jours d'intervalle, puis tous les mois en coordination avec le laboratoire. Nous, on propose de simplifier. Alors déjà, la possibilité de ne pas réaliser de prélèvement si le patient est non excréteur. En fait, il y a un petit point dans le document du Haut Conseil qui dit que si jamais un patient est réhospitalisé et qu'il est non excréteur, on n'est pas forcément obligé de faire un dépistage des contacts. Et on a plusieurs établissements, et nous le faisons également à l'hôpital d'Annecy, c'est que quand un patient en cours d'hospitalisation devient non excréteur, et croyez-moi que c'est une situation qui finalement est plutôt fréquente, eh ben, on n'est pas forcément, on peut surseoir au dépistage. Alors, ça nécessite quand même de surveiller et de prélever le patient porteur régulièrement. Un petit rappel, c'est que quand un patient a 5 dépistages au cours d'une année qui sont négatifs, on peut lever 5 dépistages successifs négatifs au cours d'une année, on peut lever le statut de porteur de BHR. Et puis, du coup, pourquoi pas l'utiliser en cours d'hospitalisation, donc en cours d'hospitalisation en SMR. Si le patient se négative, on n'est peut-être pas forcément obligé de dépister les patients contacts. Il faut quand même maintenir les précautions contact, attention du patient porteur, même s'il devient non excréteur, parce qu'il peut redevenir excréteur au cours d'une antibiothérapie, au cours de divers événements qui modifient un petit peu son microbiote. Mais voilà. Et puis, autre chose, un petit nota bene, c'est qu'on peut même étendre ça, c'est que si un patient porteur en MCO devient non excréteur, avant admission en SMR, il nous est même arrivé de pouvoir transférer des patients en SMR en disant, en fait, vu que le patient s'est négativé, vous n'avez pas forcément de patient contact à dépister tant qu'il reste non excréteur. Ça aussi, c'est un petit levier pour transférer. Ça nous a quand même permis d'en transférer 2 au cours de l'année dernière sur des SMR qui étaient un petit peu frileux.
Et puis après, comment on dépiste? Alors, le Haut Conseil dit plutôt écouvillonnage rectal. On a également émis l'idée que ce n'est pas que le seul moyen de faire un dépistage et qu'il y a d'autres moyens possibles. Déjà, c'est de faire un auto-écouvillonnage, donc par le patient, après explication, bien entendu, en lui expliquant qu'il faut absolument que ce soit teinté. Mais c'est peut-être plus acceptable pour certains patients qui n'ont peut-être pas envie qu'on leur fasse. Il est également possible de faire un écouvillonnage sur un prélèvement de sel, comme par exemple dans le bassin, c'est dans un pot, dans la protection. Ce sont des choses qui sont tout à fait possibles. Et puis, il est également possible, nous, notre labo, par exemple, il l'accepte, d'envoyer un prélèvement de sel. C'est juste qu'il faut confirmer ça par son laboratoire. Donc, voilà, ce sont parce que dès qu'on parle d'écouvillon rectal, effectivement, il y a beaucoup de gens beaucoup de services de soins qui sont un petit peu frileux. Donc, ça, ce sont des moyens de proposer des alternatives qui permettent de faire mieux accepter ce dépistage des patients contacts. Je crois que c'était l'avant-dernière diapo et la dernière, c'est simplement pour vous remercier de votre attention. J'en profite pour me remercier le groupe de travail. Et puis, est-ce que vous avez des questions en attendant le focus sur la revalorisation? Merci Martin. Alors, on a une question dans le chat par rapport à la prise en charge sur les patients en balnéothérapie, les patients qui sont porteurs de BHRE. Alors, je l'avais déjà dit, je ne sais pas si vous êtes, je l'avais déjà dit sur une des diapositives. Pour moi, c'est une prise en charge comme une précaution standard en balnéothérapie. Il n'y a pas besoin de faire, de prendre de mesures particulières. Est-ce que la question, c'est est-ce qu'il peut aller en balnéothérapie, ou est-ce que la question, c'est comment est-ce qu'on organise les soins autour de la balnéothérapie? Alors, j'ai que le début du prénom de la personne. C'est Nat qui pose juste la question. BHRE et balnéothérapie, point Je crois que c'est une d'interrogation. surprise. C'est plutôt… Ou une surprise, oui. voyant la présentation, la personne doit être surprise qu'on dise OK pour la balnéo. C'est comme ça que je comprends les choses. Mais si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Hein. Oui, par rapport à l'organisation. Surprise. Alors, c'est vrai que ce point-là, enfin, peut-être je te laisse compléter, Martin. Enfin, non, vas-y, parle. C'est vrai que ce point-là, on l'a discuté ensemble lors du groupe de travail. Il n'en est pas fait mention dans les recos du Conseil de 2019. Il y a un autre CEPIAS qui dit plutôt non à la balnéothérapie. D'un commun accord dans ce groupe de travail, on a convenu que oui, c'était possible du moment que le patient n'est pas incontinent, dès lors que il y a une désinfection du site de balnéothérapie à l'issue de la balnéo. Oui, c'est ça. Est-ce que tu peux décrire, Martin, comment vous organisez? Il y avait quelqu'un qui avait pris la parole? Oui, non, nous, on se posait la question, c'était surtout aussi la gestion des vestiaires, enfin, pour se changer, tout ça, comment ça s'organise pour éviter d'en mettre un peu partout. Mais je pense qu'après, c'est surtout désinfecter, peut-être mettre le patient en fin de cycle et puis désinfecter derrière son passage. Mais c'est plus ces petits détails et puis pas utiliser les toilettes éventuellement de balnéo, enfin les sanitaires de balnéo. Alors, moi, si je peux compléter, je n'ai pas du tout d'expérience sur la prise en charge spécifique d'une balnéothérapie, encore que j'en ai eu dans un ancien établissement sur un SSR. La question ne s'était jamais posée à l'époque parce qu'on n'avait pas de patients BHRE à l'époque, mais par contre, on avait déjà des patients BMR qui allaient en balnéothérapie. Encore une fois, une BHRE, ce n'est rien de plus qu'une BMR plus, on va dire. Mais c'est un petit peu de bon sens, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est la désinfection déjà des locaux, mais la désinfection des locaux, elle doit être faite normalement
régulièrement. Le bassin, il est déjà désinfecté, il est déjà chloré. Enfin, en tout cas, moi, c'était au chlore qu'on le désinfectait dans mon ancien établissement. Donc tout ça, ce sont des choses qui suffisent. On n'interdit pas l'accès aux piscines municipales aux patients qui sont porteurs de BHR. En plus de ça, on n'est pas forcément au courant de tous les patients, de toutes les personnes, parce qu'il n'y a jamais eu d'enquête de prévalence sur la France entière, sur qui est porteur ou pas. Donc, c'est un petit peu juste du bon sens parce que ce qui est important pour la balnéothérapie, c'est vraiment si le patient il est incontinent ou pas. Effectivement, on ne va pas laisser un patient avec une plaie, avec un écoulement purulent ou quelqu'un qui est incontinent qui risque effectivement de faire ses selles dans la balnéothérapie. Mais tant que le patient il a une hygiène des mains correcte, qu'il a pris sa douche avant, qu'il est continent, il n'y a pas plus de risque qu'il y ait des BHR qui se transmettent par les eaux de la balnéothérapie. Après, pour la gestion du reste, c'est-à-dire les vestiaires, les locaux, eh ben, c'est comme pour les précautions standards. C'est quelque chose qui normalement doit être fait régulièrement. Après, lui dédier, pourquoi pas un vestiaire, ça peut s'entendre. Lui dédier un endroit pour se changer, mais bon, ce n'est pas des choses qu'on ferait forcément dans les piscines municipales et autres. C'était ça notre réflexion aussi pour autoriser la balnéothérapie pour les patients qui sont porteurs de BHRE. Est-ce que ça répond aux questions? Merci, super. Moi, je voulais apporter un complément d'information. Finalement, dans cette fiche, on a proposé de suspendre le dépistage des contacts si le porteur n'était plus excréteur, s'il se négativait en cours de séjour. Ça ne veut pas dire qu'on lui enlève son étiquette porteur de BHRE, mais qu'on considère qu'il est porteur d'un excréteur. Et ce point-là, qui ne figurait pas dans les précédentes recos du Haut Conseil, va être introduit dans les futurs recos. C'est-à-dire qu'il sera proposé une surveillance du patient porteur en cours d'hospitalisation pour pouvoir, si c'est négatif dans certaines conditions, suspendre le dépistage des contacts. Donc ça va être confirmé dans les recos à venir. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce qu'on a présenté? Vous pouvez lever la main pour prendre la parole, hein. C'est plus vivant si vous nous posez votre question de vive voix. Je lis la question du chat. Vas-y, Aurélie, si tu veux. Voilà. Donc, la question, c'est si un patient devient non excréteur, il reste donc porteur et donc garde une chambre seule. Tout à fait. Tout à fait. Hein. La notion, pour l'instant, pour pouvoir lever le statut porteur d'un patient, ce sont 5 dépistages négatifs espacés d'au moins une semaine d'intervalle sur une durée totale de 1 an. Donc, un patient qui serait porteur à l'entrée, qui devient non excréteur, il garde la chambre seule et les précautions contact, mais on suspend le dépistage des contacts, qui a l'air d'être ce qui est le plus problématique, en tout cas pour l'accueil en SMR. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent nous faire part de leurs difficultés ou de leur expérience sur cet accueil en SMR? Ou est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Alors, on se rend compte en discutant au niveau avec les autres régions qu'on n'est pas les seuls, hein, évidemment, à rencontrer des difficultés d'accueil des patients porteurs en SMR, mais on est particulièrement concernés quand même. Ce que je propose, c'est qu'on enchaîne avec la présentation d'André Lecoinet sur la valorisation des activités. Alors, je vous propose d'allumer votre micro, que je vous repère, je vous ai vu tout à l'heure. Bonjour. Hop. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, je suppose que vous n'avez pas non plus accès au partage de votre écran, c'est ça? Alors, je vais tenter le coup. J'ai une icône de partage. Je vais voir si alors, allez-y si vous voulez. Si ça fonctionne bien. Par contre, il faut juste que je choisisse mon écran parce que ça affiche n'importe où chez moi. Ouais, c'est une chance sur 2.
Et ben, vous. Parfait. Eh bien, c'est C'est tout. parfait. Voilà. Bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle André Leconnet, je suis médecin en information médicale aux Hospices civils de Lyon et j'ai essayé de vous faire un petit topo sur la description de l'activité et en particulier des BHRE dans le PMSI. Avec un petit peu un impact sur la valorisation de l'activité. Je vais essayer de ne pas trop rentrer dans les détails et de ne pas faire quelque chose de trop technique pour que ça reste à peu près digeste. Du coup, il ne faut vraiment pas prendre ça pour un manuel de codage complètement exhaustif. Je préfère prévenir tout de suite que je vais rester dans l'à peu près pour que ça reste compréhensible autant que possible dans un temps restreint. Alors. Donc, très rapidement, la déclaration, j'essaie de déclarer la déclaration de vous décrire la déclaration de l'activité donc pour la partie médecine chirurgie obstétrique, donc le court séjour et le SMR, sachant qu'il y a deux autres champs qui sont la HAD et la psychiatrie qui sont aussi déclarés de manière similaire. Un point commun global à toutes ces déclarations, c'est que l'activité va être décrite sous forme de résumé standardisé avec des codes qui vont décrire les séjours. Ce qu'on va décrire, ça va être d'une part des diagnostics. On va décrire les pathologies qui sont prises en charge au cours du séjour avec une nomenclature qui est la CIM-10. Et on va décrire des actes CCM, donc classification commune des actes médicaux, donc des actes médico-techniques réalisés par des médecins ou des sages-femmes ou des dentistes, et des actes César, qui sont donc les actes de rééducation. Tous ces éléments donc de diagnostic, les actes et aussi des éléments par rapport aux dates d'entrée, dates de sortie, les modalités d'entrée, les modalités de sortie, est-ce que le patient rentre à domicile, est-ce qu'il est transféré, est-ce qu'il est parfois décédé, vont être inclus dans un algorithme de groupage et qui va grouper chaque séjour dans un groupe de prise en charge auquel va être attaché un tarif, de manière très très schématique. Un point, c'est que pour le MCO et le SMR, l'activité va ensuite être valorisée au séjour et non pas spécifiquement aux actes qui sont réalisés. Par exemple, pour tout ce qui est activité chirurgicale, votre patient est hospitalisé, vous allez retrouver sur les actes CCM des tarifs. Ces tarifs ne sont pas utilisés pour le calcul de la valorisation de l'activité. Ils n'ont comme seule finalité que de calculer les honoraires des chirurgiens en libéral, pour les cliniques essentiellement. La valorisation du séjour, elle se fait exclusivement sur la base du GHM et donc de la manière dont va être groupé ce qui aurait été déclaré. Pour les infections, donc on va avoir plein de choses à décrire dans un résumé. On va déjà décrire l'infection causale, l'infection d'organes, par exemple si c'est une pneumopathie. Si ça n'est pas précisé dans le code d'infection causale, on va repréciser l'agent infectieux en cause. On va préciser s'il y en a et si elles ont un impact sur la prise en charge, les résistances médicamenteuses. On peut préciser si jamais si l'infection est une complication, c'est quelque chose qui sera décrit aussi, et décrire la sévérité de l'infection, s'il y a un sepsis ou un choc septique. Et dans ce qui va impacter la prise en charge, éventuellement le fait qu'il puisse y avoir un isolement, et on va avoir un code diagnostique pour préciser qu'on a eu un isolement pendant la prise en charge. Les codes qui vont concerner les BHRE, ça va être donc les codes U87 700 et U87 701.
Donc à chaque fois, les codes SIM10, vous avez une lettre et ensuite des chiffres, donc qui vont être les résistances, donc les bactéries hautement résistantes émergentes, avec 2 codes en fonction de si on est sur une situation d'infection et une situation de portage sain. Sachant que l'impact des 2 codes, en fonction de si on est sur un portage sain ou une situation d'infection, ne sera pas le même au niveau du groupage et donc n'aura pas le même impact tarifaire. D'une manière générale, pour tout ce qui est, en tout cas pour la partie court séjour, les BHRE sont les seuls codes de résistance pour les situations de portage sain qui vont avoir un impact sur la valorisation. Les BMR et autres résistances en portage sain, elles n'auront pas d'impact et n'amèneront pas de niveau de sévérité, ce que j'essaierai de décrire rapidement après. L'autre code qu'on aura de manière, qu'on pourrait être amené à coder de manière assez systématique par rapport au BHRE, ça va être l'isolement. Dès lors qu'il est réalisé, on va pouvoir coder cet isolement, que ce soit pour le patient qui porteur, malade ou porteur de la bactérie, ou pour les autres patients du service, si jamais il devait être isolé du fait d'un contact. Ouais. Un exemple de codage, pour voir un peu à quoi ça peut ressembler en termes de liste de code pour un patient donc, qui aurait une gastroentérite à entérocoque résistant glycopeptide. On va être donc amené à coder la gastroentérite avec un A04.8. Comme ce code ne précise pas la bactérie, et ben, du coup, on va rajouter l'entérocoque, un B95.2, donc streptocoque groupe D. On va rajouter la résistance avec le fait qu'on soit en situation d'infection. Et on va coder l'isolement s'il est réalisé. A contrario, pour un patient qui ne serait que porteur, dans la mesure où il n'est pas malade, on ne va donc pas coder de gastroentérite. La précision de la bactérie ne peut être codée qu'en situation de maladie, pas en situation de portage, donc ne sera pas codée. Par contre, on codera la résistance avec le code de portage sain, donc le U83.701, et s'il est réalisé, on codera l'isolement. Donc, je vous ai montré globalement ce qu'on allait coder, sans vous présenter encore le support. Donc, en MCO, en court séjour, donc le support de codage, ça va être le RUM, le résumé d'unité médicale. On va avoir un RUM pour chaque passage dans une unité médicale pendant le séjour. Et tous les RUM pour un même séjour vont être fusionnés dans ce qu'on appelle le RSS, le résumé standardisé de séjour. À chaque RUM, on va associer on va coder donc le motif d'hospitalisation qui va être le diagnostic principal et toutes les pathologies qui auront été prises en charge durant ce séjour et qui vont avoir un impact sur les soins seront donc des diagnostics associés. En général, dans le cadre de patients qui sont porteurs sains d'une BHRE, c'est dans les diagnostics associés qu'on aura cette information. Et ensuite, je vous disais qu'il y avait un codage d'actes. Pour le MCO, seuls seront codés les actes CCM. Toutes ces informations, je vous disais, vont donner lieu à un groupage en GHM, un groupe homogène de malades, donc à partir du DP, des actes et des diagnostics associés. Ça va donner une thématique clinique et un tarif. Et les DS en particulier vont influencer sur ce qu'on appelle les niveaux de sévérité, la présence d'un diagnostic associé auquel serait associé un niveau de sévérité peut donner le niveau de sévérité au séjour. C'est-à-dire que par exemple, si on reprend les résistances au BHRE, le fait d'avoir une BHRE en situation d'infection, c'est un diagnostic qui est associé à un niveau 4. Et donc, ça amènera un niveau 4 au séjour, ce qui est le plus haut niveau de sévérité qui puisse être atteint sur ce groupage. La résistance en situation de portage, elle, ce sera un niveau 3. Voilà.
La présence de ces diagnostics peut aussi permettre c'est des données qui peuvent être requêtées. Donc le fait de coder de manière précise ces prises en charge peut permettre de savoir combien est-ce qu'on a accueilli de patients porteurs d'une BHRE. Sur une recherche rapide au niveau des hospices civils de Lyon, en 2023, on a eu donc 163 séjours avec un patient qui présentait une infection par une bactérie hautement résistante émergente et 194 séjours avec un patient qui était porteur sain. Voilà. L'impact en termes de valorisation, pour le coup, il va être un petit peu moins évident à calculer parce que, comme je vous disais, c'est la présence d'un diagnostic avec un niveau de sévérité qui va donner le niveau de sévérité au séjour. Et donc, si la résistance est le seul diagnostic avec niveau de sévérité, ce sera ça. Mais si le patient a d'autres pathologies qui peuvent amener des niveaux de sévérité, on n'aura pas, il en suffit d'un, et donc c'est compliqué de dire que c'est l'infection qui aura amené le niveau de sévérité. Pour les portages sains, sur les dossiers que j'ai pu regarder, on avait, je dirais que sur les à peu près 400 séjours de patients porteurs sains, on avait autour d'une centaine de séjours pour lesquels c'est le portage sain qui avait un impact sur la valorisation et sur les niveaux de sévérité, avec du coup un impact de 1 900 € par séjour environ. Pour le SMR, donc on va être sur un principe assez similaire au MCO, au court séjour, sauf que c'est une déclaration non pas au passage dans une unité médicale, mais une déclaration à la semaine. On va avoir un résumé par semaine, un résumé hebdomadaire de séjour, le RHS, dans lequel va être décrit le motif de prise en charge avec une manifestation morbide principale. Et si cette manifestation n'est pas assez précise, on peut y rajouter une affection étiologique qui est la maladie qui va entraîner du coup cette manifestation morbide et qui va justifier les soins. De la même manière qu'en MCO, il va aussi y avoir des diagnostics associés qui vont avoir un impact au niveau du groupage de l'activité et seront codés donc toujours des actes CCM, mais aussi les actes César qui viennent décrire la rééducation qui va être réalisée auprès du patient. Le groupage en SMR, ça va être quelque chose qui est plus compliqué, avec un impact tarifaire qui va être beaucoup plus difficile à évaluer. J'ai essayé de vous résumer ça en essayant d'être clair le plus possible. À chaque semaine, donc à chaque RHS, va être associé un groupe nosologique en fonction du motif de prise en charge, essentiellement. Le groupe nosologique le plus fréquent durant la prise en charge du patient, enfin ça va être sur les 10 premières semaines, va être le groupe nosologique associé à l'ensemble du séjour. Ensuite, à partir de ce groupe nosologique, d'autres éléments vont être pris en compte, essentiellement les actes réalisés, les actes CCM et les actes de rééducation, les scores de dépendance, l'âge du patient et éventuellement les DS, enfin pas éventuellement, et les DS, qui vont grouper le séjour dans un groupe médico-économique, le GME. Ça, c'est le schéma qui montre un petit peu qu'est-ce qui est pris en compte à quel moment. Je vais le décrire de manière très très rapide. Donc, je vous disais, on va avoir le groupe nosologique qui va être appliqué à chaque semaine et ensuite, un des groupes nosologiques le plus fréquent va être appliqué sur l'ensemble du séjour. Ensuite, on va avoir un type de réadaptation, fonction des actes des actes César et des actes CCM. Après, va être appliquée une lourdeur à ce séjour selon 3 niveaux, et ça va être fonction de l'âge essentiellement et des dépendances et du statut post-chirurgical ou non du patient. Et enfin,
on va avoir des niveaux de sévérité. On va en avoir deux, essentiellement, le niveau 0 étant pour l'hospitalisation de jour en SMR. Et donc certains diagnostics vont permettre d'atteindre ce niveau 2, et c'est le cas des diagnostics de résistance pour les BHRE. Dans les cas de BHRE, ce qui pourrait éventuellement avoir parmi les diagnostics, donc il y en a beaucoup plus que ceux qui sont présentés ici, mais dans le cadre d'une BHRE, ce qui éventuellement pourrait être amené à justifier un niveau 2 en termes de sévérité, ça va être éventuellement les infections intestinales si on est dans une situation d'infection. Sinon, la résistance BHRE, que ce soit en situation d'affection ou en situation de portage sain, amène à un niveau 2 de sévérité, et l'isolement peut amener à un niveau 2 de sévérité. Je dis peu parce qu'on a certaines situations où on va avoir des exclusions au niveau de ces diagnostics, et ça, pour le coup, je ne connais pas suffisamment toutes les situations de codage qui peuvent amener à ces exclusions pour pouvoir vous les donner. Vous les donner comme ça. C'est des listes qui sont un peu compliquées comme ça à analyser. Voilà. La présence d'un seul de ces diagnostics amènera le niveau de sévérité. Donc, pour un patient qui aurait un portage sain, vous devriez normalement, dans la majorité des cas, tomber en niveau 2, ce qui va avoir un impact du coup sur la valorisation du séjour. Alors, ça va avoir un impact. Par contre, c'est un impact qui va être assez compliqué à estimer pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'on a une réforme du financement SMR qui est toute neuve de cette année, et que sur cette réforme, on a très très peu de recul. Par ailleurs, l'impact des niveaux de sévérité pour chaque GME est assez aléatoire, et si je prends l'ensemble des GME, et donc pour des séjours qui sont dans les bornes de durée, on va dire dans les bandes de durée moyenne, on va avoir un impact sur le tarif, le fait d'avoir un niveau de sévérité, de passer d'un niveau 1 à un niveau 2, on va avoir un impact tarifaire qui va aller de moins 16 000 € à plus 22 000 €. Donc il y a quelque chose d'assez aléatoire, enfin, qui paraît assez aléatoire et qui paraît parfois pas toujours très cohérent pour certains types de prise en charge, où le fait que le patient soit plus compliqué, on perd de l'argent. Voilà. La justification étant essentiellement que ces tarifs sont une construction qui est statistique, et que il y a, en tout cas j'espère, encore un petit peu d'affinage à faire, en espérant qu'il soit fait effectivement, et qu'on ait un petit peu une correction de certaines incohérences. D'une manière générale, la médiane pour les différents de l'impact tarifaire pour les différents groupes médico-économiques est plutôt autour de 3 400 € par séjour, tant qu'on reste dans les bornes. Dans les bornes moyennes de ces séjours. Concrètement, j'ai regardé un petit peu sur nos séjours de SMR aux hospices sur l'activité de 2024. En 2024, j'ai pu trouver 14 séjours de patients avec une BHRE, porteur ou malade. J'ai fait la simulation de savoir si on perdait le niveau de sévérité pour ces séjours, de voir quel serait l'impact tarifaire, et il est d'environ 2 000 € par séjour sur les séjours qu'on a au niveau qu'on a eu au niveau des hospices. Voilà. Ça reste une estimation, on va dire, à la grosse louche, parce que sur peu de séjours, on n'en a pas non plus une grande quantité, avec des calculs de tarifs qui sont assez compliqués, et pour l'instant un recul qui est très minime sur l'impact en termes de tarifs de la réforme du financement, et pas d'outils qui nous permettent vraiment de faire des simulations. Là, ces simulations, j'ai pris, heureusement qu'il n'y en avait que 9, j'ai pris Excel, et puis j'ai essayé de calculer à la main le tarif avec la grille de tarifs qui nous était fournie par le ministère. Merci. Je ne sais pas si vous avez des questions
là-dessus, ou si c'était déjà clair. Alors, merci beaucoup d'avoir essayé de clarifier la valorisation des actes, et notamment des patients porteurs ou infectés par une BHRE. On sent que c'est un métier, hein. On sent que nous, on ne baigne pas là-dedans tous les jours. N'hésitez pas à allumer votre caméra, hein, si jamais vous en avez la Ouais. possibilité, pour qu'on puisse échanger avec la salle, et puis peut-être départager votre écran, comme ça peut-être on verra plus de vignettes. Euh, Ah, 14 patients porteurs ou infectés par une BHRE SMR en 2024 aux HCL. Là, comme ça me paraît pas beaucoup. Et la question que je me pose directement, c'est finalement comment l'information est recueillie, où est-ce qu'il faut la tracer comme il faut pour que ce soit codé. Alors, c'est effectivement un point que je n'ai pas précisé. Le codage de ces données, ça va être très dépendant d'un établissement à l'autre. Aux HCL, c'est le DIM qui code les séjours sur la base du compte-rendu médical et plus globalement du dossier patient. Donc on va regarder le compte-rendu, on va regarder les transmissions infirmières, qui souvent, quand il se passe quelque chose, c'est surtout là-dedans qu'on trouve l'information, puis après on va la préciser avec le compte-rendu. Les observations médicales, on regarde la bio, et en particulier, on a une requête qu'on fait une fois ou deux par an, où on reprend toutes les résistances. On demande à la bio, on fait une extraction de toutes les résistances qui ont été retrouvées au niveau des prélèvements de microbio, et on va vérifier qu'elles aient bien été codées et les rajouter si ce n'est pas le cas dans le dossier. Alors, on n'est pas non plus complètement exhaustif à 100% là-dessus, parce qu'on va regarder quand même les dossiers pour lesquels on a un impact sur la valorisation, dans la mesure où il faut quand même qu'on priorise un petit peu là où on met du temps ou pas. Voilà. Comme je disais, ça dépend d'un établissement à l'autre. Aux hospices, c'est l'organisation. Il y a d'autres établissements pour lesquels ce sont les services qui codent, les services cliniques qui codent directement leur diagnostic. Et après, sur lequel le DIM va faire un contrôle et peut être amené à rajouter éventuellement des choses, mais du coup n'aura pas un regard exhaustif sur l'ensemble de l'activité. Ouais. Ce qui est hyper important, en tout cas, c'est que ce soit présent dans le dossier médical de la manière la plus claire possible et la plus facile à retrouver possible. Ok. Du coup, je vais te donner la parole, Franck-Olivier. Du coup, je comprends que pour certains établissements, ça peut être important que les hygiénistes, s'ils en ont la connaissance et l'information, et sensibiliser les cliniciens en fait de bien coder cette partie porteur et ou application des précautions complémentaires. Oui. Oui, oui. Franck-Olivier, sous le nom de Marianne Marguin. C'est ça, c'est ça. Comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est mon nom de scène aujourd'hui. Du coup, je voulais revenir par rapport à ce que nous opposent souvent les établissements de SMR. Si j'ai bien compris, on peut valoriser un patient infecté avec une BHRE, on peut valoriser un patient porteur de BHRE, porteur, Oui. voilà. Par contre, les dépistages qui sont demandés par nous autour d'un porteur, ça concerne des patients qui sont ni porteurs qui ne sont ni infectés ni porteurs. Ouais. Justement, on cherche si ça diffuse. Et donc, ces patients-là, ces dépistages-là, sont pas valorisables. Non, on n'aura pas d'impact en termes de valorisation sur ces patients. On ne décrit vraiment dans le dossier que ce qui concerne le patient directement. La seule chose qui pourrait être valorisée chez des patients non porteurs de BHRE, c'est éventuellement s'ils ont dû être isolés parce qu'ils ont été contacts. Donc le placement en précaution complémentaire contact pour les patients contacts n'est pas recommandé hors période, par exemple, d'un patient contact qui serait transféré dans un autre service, dans un service d'aval, où il serait en précaution complémentaire contact le temps de réalisation du dépistage post-exposition. Mais sinon, les contacts classiquement d'un patient porteur ne sont pas placés en précaution complémentaire contact. Ouais. Alors, je suis sûre que vous avez des questions sur tout ça. Et du coup, juste pour la question là, des dépistages, comme c'est des en fait, ça va être des prélèvements de biologie. On ne va pas avoir d'actes CCM qui vont permettre de décrire ces prélèvements. Et de même qu'en SMR, on n'a pas d'actes César qui vont décrire ces prises en charge. Et éventuellement, ce qu'on peut avoir en impact de codage sur le César, mais alors là, je ne maîtrise pas suffisamment cette nomenclature parce que je ne réalise pas ces actes, c'est si on a un impact en termes
de prise en charge avec un patient pour lesquels on aurait plutôt que faire des activités de groupe, on ferait des activités individuelles, ça peut avoir un impact sur le codage et probablement que ça pourrait avoir un impact sur le type de le type de réadaptation. Mais ça, j'en suis vraiment pas sûr. Et ce serait pas complètement exclu. Oui, c'est ce qui est rajouté au niveau du chat, hein. Donc, en fait, c'est en effet, il n'y a pas de valorisation possible au niveau des prélèvements Non, qui sont effectués pour les patients qui sont en contact. non, il n'y en aura pas en plus, non. Auprès de qui il faut qu'on milite si on voulait que ce soit valorisé? C'est vrai que du coup, on n'en a pas parlé. Du coup, ce matin, dans le trou, Alors, il y a il y a pas un mal micro qui doit être Mais activé. attention, il y a un micro. Oui. Hop, je vais Non, c'est bon. essayer d'aller. C'est bon. Pour militer auprès de ça, qu'est-ce qui fait les tarifs? Alors, ça pourrait être au niveau de la TIH éventuellement, de regarder s'il y a des diagnostics à rajouter pour préciser les choses. Après, ça va être au niveau du ministère, mais très honnêtement, je ne pense pas qu'il puisse vraiment y avoir grand-chose qui aboutisse, sachant que, alors pour le SMR, effectivement, l'impact est quand même finalement assez modéré parce qu'on n'a pas de, enfin voilà, que ce soit un patient qui soit porteur ou qui soit malade d'une BHRE ou qui est autre chose, on n'a que 2 niveaux de sévérité. Mais pour le MCO, en tout cas, le fait d'être porteur de BHRE, c'est déjà un niveau 3. Et ça n'est pas lié au problème de santé que rencontre ce patient-là, parce qu'il n'est à ce moment-là que porteur. C'est bien l'impact, cette fois-ci, sur l'organisation du service qui va être pris en compte à ce niveau-là. Mhm. Enfin, en tout cas, c'est le seul élément que j'explique. Ça et éventuellement le temps qu'il faut en plus pour trouver une place en SMR ou une place d'aval pour ces patients. Mais voilà. Franck-Olivier. Ouais. Deux petites remarques, et notamment une remarque provocatrice. Du coup, plus on a de porteurs BHRE, plus on pourra valoriser. Et quand on lutte, on fait dépenser de l'argent et on ne peut pas valoriser. Ça me questionne. Ça, c'est une première remarque. Et du coup, je pense que je suis d'accord avec Marine, il va falloir qu'on trouve le moyen de faire remonter ça parce que je trouve que c'est contre-productif. Et ma deuxième question, elle était euh, quel est l'impact négatif cette fois en termes de T2A sur un patient qui est bloqué en MCO, qu'on n'arrive pas à transférer en SSR? Il me semble qu'au bout d'un certain temps, quand la DMS se rallonge, finalement, le MCO va perdre de l'argent. Alors, en fait, c'est lié aux modalités de financement qui sont, comme je vous le disais, en MCO, mais au final en SMR, c'est aussi un petit peu le cas. On est payé au séjour. Donc on va grouper dans un groupe homogène de malades avec son niveau de sévérité et que le séjour dure 5 ou 6 jours, 10 jours ou 20 jours, c'est le même groupe et donc du coup ce sera le même tarif. Alors, c'est très raccourci parce que la durée peut avoir des impacts, il y a d'autres choses. Éventuellement, au-delà d'une durée qui vraiment est en dehors des normes, on peut avoir ce qu'on appelle des suppléments extrême haut. On va avoir un petit supplément par journée d'hospitalisation au-dessus de la borne haute. Mais ce supplément, c'est juste limiter la casse. Ça n'est jamais rentable pour les établissements par rapport à avoir un séjour plus court. Donc un établissement qui n'arrive pas à faire sortir son patient et qui perd 5 ou 6 jours le temps de trouver une place en SMR, que ce soit du SMR ou ailleurs d'ailleurs, hein, quel que soit le type de sortie, c'est 5 ou 6 jours où le lit sera bloqué, il ne pourra pas accueillir un autre patient, il ne pourra pas refaire d'activité et qui ne sera pas mieux valorisé que s'il avait réussi à faire sortir son patient tout de suite. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois qu'il y en a une qui est en cours de rédaction peut-être. Charlotte, si tu veux prendre la parole directement. C'était juste pour nous dire bonjour. Y a-t-il
N'y a-t-il pas un risque de trou dans la raquette pour valoriser le séjour d'un porteur lors de l'accueil d'un porteur connu avec des dépistages négatifs? Car pas de résultat de Euh, labo possible dans le compte rendu. alors, Charlotte n'a pas de micro, en fait, c'est pour ça qu'elle ne si pouvait pas effectivement intervenir. si l'information n'apparaît pas dans le dossier, que le patient est connu comme étant porteur de BHRE et qu'on met en place les précautions nécessaires et que les seuls éléments qu'on a éventuellement, c'est des dépistages réalisés dans le service qui reviennent négatifs. Oui, si l'information n'est pas présente dans le dossier, ça veut dire qu'elle ne pourra pas être déclarée. D'où l'importance de noter, Ouais, par exemple, dans le compte-rendu d'hospitalisation, patient porteur de tout à BHRE fait. en précaution complémentaire. Oui. Oui, oui. Mais ça, c'est vrai pour le BHRE, mais c'est vrai pour tout ce qui va être déclaré dans ces résumés. Ce qui n'est pas décrit dans le dossier du patient n'existe pas et ne peut pas être déclaré. En fait, le DIM n'est pas devin. Non. Non, on n'est pas devin et puis on est tous un petit peu éloignés des soins, donc on ne peut pas non plus tout interpréter. Franck-Olivier. Mais du coup, pour rebondir sur la question de Charlotte, c'est ça, c'était, est-ce que si il y a une alerte qui a été mise en place pour ces patients porteurs en cas de réhospitalisation, ça peut être considéré comme donc alerte qui permet de le mettre en précaution, de mettre en place les dépistages. Est-ce que ça peut être considéré comme par le DIM comme un élément suffisant pour coder? Oui, le problème des alertes, c'est que il y a un moment où elles disparaissent du dossier. Donc si on regarde le dossier assez proche, on le verra passer et on codera le portage, les précautions, enfin ce qui devra être codé. Par contre, si c'est un dossier sur lequel on revient très a posteriori, parce qu'on peut être amené à faire des contrôles dans l'année qui suit la sortie du patient, potentiellement l'alerte aura disparu parce que le patient aura été repris en charge, qu'on aura considéré qu'il est plus porteur, et là on n'aura plus cette information-là. L'autre problème éventuel des alertes, c'est que on ne sait pas forcément, alors après c'est quand j'en ai vu passer sur Easily, on ne sait pas forcément quand est-ce qu'elle a été émise et quelle période elle concerne. Alors nous, on n'a pas Easily, et du coup, on sait quand est-ce qu'on l'a mise et quand est-ce qu'on l'a enlevée, donc c'est l'avantage. Easily, ce sera un autre webinaire, je crois. Ouais. Non, Mais ça c'est peut pas moi qui le coordonnerai. ça peut être un élément, là où ça peut être vraiment problématique, par contre, parce que le temps qu'on code le dossier, en général, l'alerte, je pense la plupart du temps, il sera encore, mais ce sera pas systématique. Donc il y a un risque de perte d'une part. L'autre problème, c'est qu'en cas de contrôle de l'assurance maladie, si on a codé ces diagnostics sur la base d'une alerte, que l'alerte a disparu parce que elle est plus présente, retrouver l'information dans le dossier, ça va être très compliqué. Et rechercher des alertes qui ne sont plus actives, là pour le coup, moi je suis pas sûr de savoir faire, ou en tout cas d'avoir l'idée d'aller rechercher dans des alertes qui ont été désactivées. Donc, et là, on a un risque éventuellement de déclassement des dossiers de la part de l'assurance maladie et de remboursement de ce qui aurait été versé. Finalement, si jamais les choses sont pas claires dans son établissement, un rendez-vous avec le DIM pour savoir comment sont recueillies les informations et coder les choses, ça peut être utile. Oui, oui, oui. Et en général, le DIM est toujours volontaire pour pouvoir expliquer un petit peu comment il fonctionne, ou en tout cas avoir des relations avec les services pour ou améliorer la traçabilité. Enfin, c'est toujours gagnant pour nous. Donc, Merci. Il y a d'autres Et, questions? Oui, et vas-y. ouais, pour compléter, et en tant qu'hygiéniste, je trouve que c'est aussi intéressant d'aller discuter avec son DIM, justement pour pouvoir avoir des arguments pour valoriser certaines choses qu'on demande, quoi. mm. D'autres questions? Expérience? Oui. Allez-y. Ouais. Allez-y. J'allais dire en termes de valorisation, il y a la valorisation financière, mais après, les données du DIM dans un établissement peuvent toujours être analysées
par le DIM et les services peuvent toujours demander des informations sur ces données. Et en particulier, on peut avoir le suivi de l'activité sert pour la valorisation, mais on peut aussi servir pour les services si justement ils veulent avoir la notion de combien est-ce qu'on a eu de patients BHRE, combien est-ce qu'on a eu tel ou tel type de prise en charge. Ça, c'est des informations qui peuvent être retrouvées derrière dans nos données. Donc, ça peut aussi avoir un intérêt en termes de consommation de soins, par exemple, si on doit expliquer une baisse d'activité parce que on a eu beaucoup de patients un peu compliqués avec des isolements et ce genre de choses, c'est quelque chose qui peut être, si l'information existe correctement dans le dossier et bien arrivé jusqu'au DIM, c'est des choses ensuite qui peuvent être requêtées et qui peuvent permettre de décrire et d'expliquer l'activité d'un service. Et puis, je suis même en train de me dire, pour savoir si les informations sont bien transmises, il peut y avoir une comparaison des patients, du nombre de patients porteurs de BHRE à l'année codés par l'UDIM et recensés par l'équipe d'hygiène qui a probablement Oui. une vision exhaustive des patients porteurs. Tout à fait. Pas d'autres questions dans le chat? Non. Pas de main qui se lève? Tout est clair N'hésitez pour pas. vous? Vous allez aller voir votre DIM? Prendre rendez-vous. Vous allez imprimer la fiche du CEPIAS. Vous allez accueillir les patients porteurs de BHR1 SMR, puisque c'est possible. Oui, c'est pas compliqué. Oui. Oui. Alors, il y aura un replay, oui, si tous les intervenants qui sont en train de nous écouter nous donnent le feu vert pour qu'on mette le replay sur le site du CEPIAS et les interventions en PDF. Oui. Super. Eh ben, je vous remercie à tous pour votre présence. Je remercie les intervenants, Martin Bataille, Franck-Olivier Malaval et André Lecoinet. Je remercie les aidants du CEPIAS et les co-modérateurs et à la technique Aurélie Gallio et Caroline Norel. Et je vous dis à bientôt pour le prochain webinaire. On en a à peu près un par mois actuellement, là, pour ce début d'année 2025. Ils sont sur le site. Ils sont annoncés sur le site du CEPIAS avec déjà les programmes d'un certain nombre. Merci à tous. Merci et à à bientôt. tous. Au revoir. Au revoir, Au merci. revoir. Au revoir, merci.